donc j'ai fait du familial, format vraiment familial. Et je n'étais pas sûr de vouloir faire ça. Et puis j'ai fait la direction artistique, donc ça voulait dire faire les castings, choisir le réal, choisir le costume, décor, créer tout ça. Enfin, former vraiment l'équipe, faire la direction d'écriture de toutes les séries que je fais. Je fais tout le temps la production artistique, c'est-à-dire que je m'attache à écrire la série et à faire la direction artistique, et donc la production artistique aussi, c'est-à-dire pour vraiment choisir les réals, les costumes, casting, tout, la totale. Quoi. Vraiment, c'est un tout. Et sur les films aussi. Je les signe pas tous. Et après, donc Soda, ouais, Soda, on a fait ça la première saison, on en a fait en tout, on a fait 4 saisons, on a fait plus de 700 sketchs. Donc là, je prends un groupe d'auteurs, je ne vais pas tous les écrire, mais j'en écris quand même la plupart, je fais la direction d'écriture de tout ça. Et après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Récemment, je fais une série qui s'appelle José, que j'ai produite, j'ai monté une boîte de prod aussi, qui s'appelle Royal Yukon Club, avec laquelle je monte tous mes projets un peu obscurs. Et donc le premier que j'ai fait, ça s'appelle José, donc c'était le retour de Jésus sur Terre. Canal n'en a pas voulu. Et donc je l'ai fait sur OCS, Orange Cinéma Série, qui commence à être un gros partenaire de séries et cinéma en général. Hein? Il passe de très bonnes séries. Alors il n'y a pas du tout de fric, du tout. Mais par contre, tu as une carte blanche totale. Quoi. Tu fais vraiment ce que tu veux, et ce que tu veux, de ce que tu veux. Quoi. Les mecs ne lisent même pas les scénars. Donc c'est un peu troublant, surtout quand ça passe après et qu'ils découvrent que Dieu est un singe ou des trucs du style, ça les a un peu gênés. Mais il n'y aura pas de saison 2, clairement. Mais par contre, la saison 1, ça a bien cartonné. Et on est parti au Festival de La Rochelle, là-bas, pour le meilleur 26 minutes. Enfin, on a fait quelques trucs comme ça. Et là, en ce moment, je suis en train de faire une série pour France Télévisions qui s'appelle Des jours meilleurs. Une série sur des petits skaters. Là, c'est pareil, carte blanche totale. Ils voulaient que je refasse une série un peu comme Soda. J'avais plus du tout envie. Quand on a fait plein des programmes courts comme les Sophie et Sophie ou les Soda ou des trucs du style. Enfin, c'est quand même... Vraiment, c'est du quotidien. Quoi. Voilà, exactement ça. C'est le concept de tous les jours. Mais ouais, donc du coup, c'est quand même un travail. Tu dois sortir beaucoup de minutes. C'est des séries, ce qu'on appelle de façon... c'est pas péjoratif, mais c'est des séries industrielles. Donc, tu n'as vraiment pas le temps de t'appliquer, quoi. Tu vois, la scène de ménage, par exemple, ils font que des plans séquences, des caméras posées, tu vois, t'as un petit cadre, t'enchaînes, où t'as pas de montage, t'as pas de découpage, t'as rien. Je trouve ça vraiment chiant, tu vois, enfin, quelle que soit la qualité du truc, c'est quand même un peu chiant. Nous, sur des séries comme Soda, c'est la qualité qu'on veut, tu vois, c'est un truc familial et tout ça, moi j'assume absolument, mais avec le casting, j'ai pu trouver, bon, Kev, il a une énergie, il a un truc, c'est pas un comédien, ça c'est certain, mais il a quand même une véritable énergie, un vrai truc. J'ai découvert, il y avait William Lake Bill, qui fait le rôle de Slimane, qui est lui un comédien fantastique. Il a été nominé au César, c'est un comédien en or. C'est toujours dans tous mes projets. J'ai repris aussi Dominique Fro, qui est la sœur de Catherine, qui tournait beaucoup dans les années 80, tous les trucs avec Jean-Yann, Pierre Dac, Coluche, dont j'étais fan. Bon, après, elle est tombée une petite dizaine d'années dans l'héroïne. Suite de parcours. Et du coup, ça donnait l'aspérité au personnage. Et enfin, je vous conseille pas de prendre l'héroïne, mais bon, c'est pas mal pour le coup. Pourquoi je disais ça, les programmes courts? Ouais, et donc du coup, j'ai fait Des jours meilleurs, qui est une petite série sur le skate, que j'ai tourné à 15 bornes d'ici, à Beautiron. C'est sur la route de Langon, là-bas, et on a fait 40 premiers épisodes qu'on a tourné au mois d'octobre, octobre-novembre. Qu'en lumière naturelle, ça va sortir le 18 mars, là, sur France 4. Ils ont commandé une saison 2. On a gagné le prix de meilleur programme court à Luchon, prix du festival prix du public, donc c'était plutôt cool, en tout cas pas encore diffusé. Et ça, c'était un peu en ambiance, je voulais faire donc tout en lumière naturelle, tout en un peu comme les films de Larry Clark, c'était un peu dans l'ambiance de la banlieue de Los Angeles, bon, ça se fait à Beautiron, tu vois, mais pour faire des petites ruralités, enfin une bande de gamins un peu hors de la ville, et qui rêvent que d'un truc, c'est quitter leur bled et vivre d'autres trucs. Donc ça, je l'ai produit, je l'ai fait avec Calx, une grosse boîte de production à Paris aussi, qui faisait des trucs ils ont fait Camelot, ils ont fait Soda avec moi aussi, ils ont fait Caméra Café, ils font pas mal de films aussi maintenant. Et voilà, et là je vais réaliser mon premier film Enfin, j'ai souvent fait de la co-réalisation en fait sur le projet, comme je faisais toute la production artistique du truc, je faisais aussi de la co-réal, parce que je fais la mise en scène du coup, sur mes trucs. Et là, je vais réaliser mon premier film que je vais tourner entre le 8 mai et le 30 juin, qui va se tourner à Paris, avec Metropolitan, qui est un distributeur de production. Et voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? On va parler de quoi le film? Hein? On pourra avoir une idée du scénario du film?
Le film, ouais, c'est aussi une commande, enfin c'est une semi-commande, c'est un film qu'on a demandé de faire. En fait, j'écris souvent des films. Là, il y en avait un que j'avais écrit qui me plaisait vachement, qui s'appelle Les Grands Esprits, qui va se tourner cet été. Les Grands Esprits, c'est parti d'une histoire vraie qui s'était passée aux Jeux paralympiques en 2000, où il y avait, à Sydney, où il y avait l'équipe des déficients mentaux, il y avait des compétitions des déficients mentaux. Ils avaient gagné la médaille d'or en basket, l'équipe d'Espagne avait gagné la médaille d'or de basket, des déficients mentaux, et il s'est avéré qu'il n'y en avait pas un seul qui était déficient mental dedans. C'est bien foutu le bordel quand même quand ils se sont rendus compte. Et donc ça, je l'ai écrit en film, on le tourne avec Gaumont, et je devais le réaliser, puis je me suis un peu chié dessus. Donc ils m'ont dit, fais-le, et j'ai dit, ouais, non, je préfère prendre quelqu'un, et puis une semaine après, j'ai les rappels pour dire, ouais, en fait, je suis chaud, ils m'ont dit, c'est trop tard. Donc là, on m'a reproposé un truc que je n'avais pas écrit, j'ai dit oui, trop vite. Parce que j'ai lu le scénar qui n'est pas foufou. Et du coup, je suis en train de le refaire, mais ce qui est génial, c'est que je vais avoir comme ça quand même un film avec un bon budget, un bon gros budget, je commence à avoir une super équipe. Donc, je vois Thierry Arbogast demain. Thierry Arbogast, c'est un chef-op qui a eu 3 Césars, qui faisait tous les films de Besson à l'époque. Il avait fait Léon, il avait fait Le 5e élément, il a fait plein de trucs. Hein? J'ai pas entendu. Ça déchire, enfin, je veux dire, c'est des films qui déchirent. C'est Besson, mais tu vois, il a eu. Bon, voilà, si tu fais. Quand il avait fait ça à New York, tu vois, c'est quand même des lumières à faire. C'est le mec à 60 ans, enfin, c'est bien pour moi, tu vois, d'être. Et puis, pas en vieux, quoi. Et voilà. Et ça part de quoi? Ça part, c'est une espèce de. C'est une comédie romantique. C'est pas vraiment une comédie romantique, c'est un truc un peu sur. Je sais pas si vous avez vu Crazy Stupid Love, Steve Carell, c'est un peu dans la même ambiance, quoi. Même délire. Le mec ne peut pas s'empêcher de séduire, un amoureux permanent, pour pas dire en sexe addict, tu vois. Ça te parle? Et ça, voilà, c'est le premier truc que je fais là. Et en même temps, je prépare la saison 5 de Working Girl, qu'on est en train d'écrire là, la saison 2 des Jours Meilleurs, c'est sur le skate qu'on va tourner en juillet, juste après le film. Et Working Girl en septembre. Voilà, vous savez à peu près tout de moi, je crois. On parle de trucs un peu dégueulasses comme ça. Ça regarde en tard. Voilà, mais je n'étais pas du tout parti pour faire scénario. J'ai toujours aimé écrire, pour le coup, ça j'ai toujours écrit, donc c'est pour ça que j'avais fait des études un peu littéraires, mais je pas du tout, je pensais pas que je pourrais travailler là-dedans, ou en vivre. Je suis pas du tout cinéphile, en plus, j'avais pas une grosse culture. J'ai toujours aimé mater des films, mais je suis pas un cinéphile averti. Mais j'ai des idées bien précises de ce que j'aime faire, et voilà, c'était une belle étape de commencer à pouvoir produire, en tout cas prendre des parts de production, même de producteur délégué ou de producteur exécutif, au moins même si tu ne te fais pas de thunes, ça te permet d'accompagner ton projet jusqu'au bout, quoi. Que ce soit en réalisation ou en écriture. Et après, tu lèves la main ou c'est... Oui, je lève la main. Là, vous parliez du film Le Correspondant, c'est ça? Ouais. Qui est sorti l'été dernier. Ouais. Et aussi un autre projet qui n'a pas pu se faire. Est-ce que c'est frustrant pour vous? Et si ça l'est, effectivement, comment vous gérez la frustration de ne pas pouvoir faire ce que vous avez envie de faire, ou que le film ne soit pas assez vu Bah, tu te caches, tu pleures, tu te détestes, tu t'es qu'une merde. Mais après, tu sais, enfin, moi j'ai vraiment mon ordi, c'est un cimetière de projets, quoi. J'en ai plein qui sont meilleurs pour à mes yeux que plein d'autres trucs, mais qui verront jamais le jour. Et après, tu as un truc qui ressort 5 ans après que tu avais écrit, parce qu'il y a un truc qui marche, donc on te redemande d'autres trucs et tout. Mais la plupart du temps, 80% des trucs que tu fais ne verront jamais le jour, quoi. Et après, tu as une marge sur 10 que tu écris, bah, c'est 80%, tu en as 2 qui marchent, qui sortent, que tu peux amener au bout. Après, quand tu fais des trucs, tu as toujours des gens pour... par exemple, José, j'ai adoré faire José, on n'avait pas de thune du tout, ça coûte... ils ont filé 500 000 balles pour faire José, pour faire des 26 minutes, 10-26, c'est vraiment que dalle. C'est que dalle. Donc ça veut dire écrire beaucoup de situations statiques, ça veut dire pas avoir le mouvement que tu veux, pas avoir... On a 35 jours de tournage, qui est pas mal, mais pour faire 10-26 minutes, ça fait qu'on en tournait un en 5 jours, donc c'est quand même assez sportif. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Ouais, la frustration. Mais tu es toujours avec une frustration, mais ça te motive aussi un peu. Ça te motive, et après, non, mais quand ça sort que ça fait un bide, ben, c'est pas la fin du monde. Tu es payé pour faire un truc qui t'a plu, tu vois. Et au-delà de ça, ça a déjà l'avantage d'avoir... Enfin, c'est toujours des aventures, je ne l'apprends pas, ça vous le comprenez, quoi. C'est toujours des aventures humaines, de faire des trucs. C'est long à porter, c'est long quand ça sort, après ça...
bah, ça la destinée que ça doit avoir, c'est pas bien grave. Mais tu vois, José, je suis assez content. Alors c'est hyper confidentiel sur OCS, personne à OCS, personne ne regarde sur OCS. Mais je préfère vraiment faire ça sur OCS en liberté totale que faire un projet où on va me redire d'enlever ci, d'enlever ça, enfin avec des... Là, c'est la première fois que j'avais, même sur Canal, on n'avait pas ça. Enfin, Groland, c'est Groland, oui. Mais Working Girl, moyen, enfin Working Girl, il y a beaucoup de lectures, de co-lectures avec les patrons de la chaîne. Tu lis, tu te batailles sur les castings, donc ça aussi, c'est aussi une forme de frustration. Même si ta série elle marche et qu'elle sort, on a été nominé aux Emmy Awards, donc on s'était dit qu'on va arrêter de nous faire chier. Non, ça n'a rien changé. On continue à avoir un regard sur tout. Bon, ils payent, ok, mais bon, là par contre, OCS, c'était une vraie expérience. On va mettre la... Ok, donc je repars, c'est ça. Merci moi pour ce tact. Sur City Génération HBO. Une série OCS signature. On dit commandement, ils se torchent avec. Ils convoitent, ils trompent leurs femmes, ils se sucent entre potes, ils adorent le dieu argent. Il leur faut un sauveur. Il leur faut le Messie. Mais non. Toi, mon fils Jésus, tu retournes finir ta tâche. Sinon, ce sera l'apocalypse. Franchement, si j'osais, je te mettrais mon poing dans la gueule. José. Fils José, 33 ans, Messie. Si on prend le pire pécheur, qu'on le lave de ses péchés, on pourra prouver que l'humanité mérite de sauver. Jésus-Christ est de retour pour un monde meilleur, messieurs, dames. Vous ne l'attendiez plus, le nouveau Messie est arrivé. Et il s'appelle José. Le gars en face de toi, c'est le fils de Dieu, mec. Putain, mais t'es Moïse? Ah, moi, c'est Jésus. Ah oui, non, Jésus, ça va pas être possible. Tu t'es empâté. Mais je suis pas empâté, je suis charpenté. Ouais, c'est quand même vachement dangereux comme métier, apôtre. Sérieux, c'est qui ces mecs avec qui il s'est coquiné, Jésus? Un gitan, une demi-pédale, un meurtrier? Non, un noir. Amis djihadistes, bonjour. Alors, on fait comment? Je balance l'apocalypse dès maintenant? En plus, c'est Noël. Chaque jeudi à 20h40, José saison 1 sur City. Tu me dis, hein. Et donc ça c'était cool à faire, mais voilà, 35 jours de tournage et ça coûte, ils nous ont filé 500 000 balles, donc ça fait 50 000 euros par épisode, c'est très peu, très peu. Ça coûtait 1,3 million en tout, donc voilà, autant te dire que j'ai eu de la poche. Et comment ça se passe quand vous écrivez, par exemple, le projet José, vous écrivez votre propre rôle du coup, parce que vous jouez dedans, et du coup, à la boîte de production, vous leur dites que voilà, moi j'écris ce projet, mais vous ne le balancez pas si je joue pas dedans, c'est ça en gros. C'est ça. Non mais comme je te dis, on fait de la direction artistique, donc j'arrive avec le réal, qui est Jim Bensoussan, qui faisait les Monsieur Manhattan. Vous vous rappelez de ça, Monsieur Manhattan? C'était avec Poulvord, c'est pas sur Canal, c'était assez culte. Si vous connaissez pas, mais... Ouais, Monsieur Manhattan, il faut que vous regardiez. Zéro, tu leur mets tous zéro là. Le truc de Poulvord, c'était juste après, c'était arrivé près de chez vous, elle fait ça en rentrant sur Canal. Et ouais, après on arrive avec les comédiens, avec le projet écrit, et puis après bah, tu dois convaincre le diffuseur. C'est surtout le diffuseur, c'est pas la prod. La prod, ils te suivent parce que s'ils aiment ton travail, ils te suivent, mais tout laisse moi dans la prod, donc tu vois. Enfin, on l'a coproduit avec LGM Cinéma, parce que j'avais pas 1,3 million, mais donc on l'a coproduit. Et après non, c'est le diffuseur. Les diffuseurs, j'en ai vu 2, Canal avec qui je travaille depuis longtemps, et OCS. Voilà. Même pour Soda, du coup, ça fonctionnait pareil aussi, parce que ça s'est diffusé sur W9. Ouais. C'est sur M6 au début, W9 après, et Re-M6. Parce qu'au début, vous ne jouez pas dans la Mais moi je jouais pas, non, je jouais pas, j'avais aucune envie de jouer, moi j'étais dans Groland, j'avais aucune envie de jouer là-dedans. Jésus, ça faisait longtemps que j'avais envie de jouer Jésus, par simplicité. Mais Soda, non, c'était pas du tout prévu, c'était Alex Lutz qui jouait, je sais pas si vous voyez qui c'est, Alex Lutz. C'est Alex qui faisait le pion. Voilà, et comme il a commencé Catherine et Liliane, il faisait son film milieu de saison 2, début de saison 2, je ne me rappelle pas. Il a planté le tournage, mais il n'a pas planté, c'est un pote, mais enfin c'est son agent surtout, qui est un gros con, et pour le coup, qui nous a planté une semaine avant le tournage. Donc j'ai refait des castings, on a fait des castings rapidement, mais c'était très compliqué. Et la chaîne qui me connaissait, ça fait longtemps que je travaillais avec eux aussi, ça ils m'ont dit mais fais-le, toi ça me ferait marrer, et puis ça m'a fait marrer en fait, donc je l'ai fait. Je me suis fait un rôle un peu plus dégueulasse, un peu... Et voilà. Ouais, un sacré rôle. Oui. C'est un peu la directrice. Ah non, je me tape absolument personne.
Je voulais savoir, c'est pas compliqué la direction d'acteur quand le scénariste avance tout le temps? Moi je trouve que c'est une suite totalement logique. Quand tu écris un scénar, tu fais toutes les didascalies, tu écris les entrées de chant, tu écris les intentions, tu sais exactement quand tu l'écris, que tu l'as en tête quand tu l'écris. Tu as le ton des répliques, des dialogues, et quand tu connais les comédiens, c'est encore plus simple. Donc moi je trouve que c'est une suite totalement logique de l'écriture et la mise en scène. Ça vient tout seul? Ouais. Oui, bah, de toute façon quand tu écris, tu as forcément une vision de ta scène, tu vois. Après la réalisation c'est autre chose, tu vois, tu as vraiment un aspect technique que j'ai pas. Enfin que j'ai pas au bout de 15 ans que je fais ça, si tu commences à l'avoir évidemment, tu es tout le temps sur les plateaux avec les réels, et tu fais aussi ta mise en scène, donc tu l'as, mais je vais pas te sortir des numéros d'objectifs par exemple, non. Est-ce qu'on peut le voir en plus gros? Oui, on peut. C'est-à-dire ton combo, tu vois, enfin voilà. Mais la mise en scène, non, quand tu écris, je trouve ça assez logique. Ouais. C'est poli. Ça vous est arrivé de jouer dans Groland avec Francis Kim? Ah ouais. C'est le seul qui a gardé son vrai nom d'ailleurs, hein, quand même. Je s'en fous. Ouais. Mais oui, bien sûr. Lui, Francis, il écrit. Ouais, c'est un mec génial. Il est dessinateur à la base, lui. Donc il vient vraiment du monde du dessin, Fred Glacial et tout ça aussi, Araki. Et. Il a fait un film aussi. Il a fait un film qui s'appelait Henri, ouais. Henri, il y avait. Henri. Ça peut être un grand succès non plus, mais il a fait, ouais. Et Francis Kim, c'est génial, c'est un super pote. Il est dans le gros métrage. Et dans le gros métrage aussi, ouais. Oui. Il y a les séries qui se développent maintenant un peu sur le format spécifique du smartphone, ça t'intéresse ça ou... Pas trop, en fait, Studio Plus, ils font des 10x10 en effet. Pour faire 100 minutes, ils donnent 1 million d'euros. Enfin, c'est pas un rapport au fric que j'ai, c'est un rapport à la faisabilité de tous les projets, quoi. Donc, comme c'est en plus international, il y a quand même ce truc assez excitant de pouvoir aller les tourner à Cuba, de pouvoir les tourner un peu n'importe où. Moi, je les ai rencontrés, je connais très bien, c'était la fille qui travaillait au House Movie à l'époque, à Canal, c'était tous les films faits à la maison. C'est les premiers formats un peu internet et tout ça qui passaient à l'antenne après. Et Kato développe ça, mais alors leur principe de faire un film, enfin une série par semaine, ça je trouve ça vraiment à chier, quoi, tu vois, t'en as autant qu'il y a de semaines dans l'année, et ça, l'une chasse l'autre et tout, et il y a des trucs qu'ils ont fait vraiment de qualité, parce qu'1 million d'euros pour faire 100 minutes, c'est bien, c'est vraiment pas mal, surtout après tu prends des aides de région et tout ça, donc enfin des aides de région, tu peux tourner en international, mais alors après, vraiment te casser le cul pour faire une belle série que ça passe sur un smartphone, ça me dépasse un peu, moi. Enfin, c'est vraiment personnel, tu vois, mais après, quand tu vois une série, tu fais du son, tu fais chier à faire du son et d'image, les mecs sont comme ça, la rébus, bon, c'est dommage quand même. C'est dommage. Mais après, en effet, ils font des trucs qualité, ils ont fait Tank qui était bien, là. Après, j'ai pas trop vu, ils ont fait une super série aussi à Cuba sur des narcotrafiquants. Apparemment, le résultat est un peu merdique, mais alors que le projet était vraiment bien, ils avaient pris un super réel, des super scénaristes et tout. Mais bon, ouais, ils en demandent des formats comme ça. Mais là, ils se sont un peu gaufrés, donc peut-être qu'ils vont un peu moins en demander. Les gens suivent moins sur ça. Ouais. Moi, j'ai une question, c'est comment tu fais pour passer de... Du coup, tu as dit que tu étais scénariste. Enfin, est-ce que je peux tutoyer? Ouais. Comment tu fais pour passer de scénariste, du coup, chez Groland à acteur? Enfin, parce que du coup, c'est toi qui écrivais ton rôle. Mais est-ce que tu avais du coup un désir d'être devant la caméra avant de commencer à écrire tes textes ou... Non, vraiment pas. Au début, c'était vraiment qu'écrire, quoi. Vraiment écrire. Mais après, à Groland, c'est un peu spécial, puisque quand on écrivait nos correspondants, là, il fallait forcément que tu les joues devant la caméra. Et au début, j'avais commencé à écrire d'autres trucs pour Groland. On faisait des reportages, des Vincent Marronnier, ça s'appelait. Enfin, j'ai commencé là-bas, Groland, en faisant les restes du monde. C'était toutes les images détournées du monde, où dessus on mettait des vannes, petites vannes sur 5 secondes d'images. Comme ça les a fait marrer, ils m'ont dit que tu devrais écrire. Et puis après, voilà, ils m'ont dit, tu devrais tourner. Donc j'ai tourné mes trucs. Mais non, c'était pas prévu du tout. Bah après, au début, tu joues mal, et après, je sais pas si tu joues un peu mieux, mais à force, t'es habitué, quoi, en tout cas. Les gens s'habituent, ils n'ont pas le choix. Mais c'est marrant de jouer tes textes. T'avais pris des cours de théâtre avant? Non, jamais. Ah, tu t'es pointé, bim, face caméra, sans expérience? Oui. Ouais, mais après, enfin, je te dis, si j'avais commencé par autre chose, peut-être que je l'aurais jamais fait, mais là, commencer en Groland, Groland, c'est vraiment la grosse école de la démerde, hein, c'est-à-dire qu'on est... Comme vous ici, je pense, hein, vraiment, c'est-à-dire, tu prends une perche une fois sur deux, tu as un micro-main ou pas, tu as un cadreur qui fait un peu la totale, tu as de lumière à l'arrache, mais après, par contre, tout était dans la... Il y avait vraiment plein de gens de talent. De toute façon, moi, ça fait maintenant 15 ans que j'écris, et vraiment les meilleurs auteurs que j'ai connus, c'est vraiment Delépine, Kerverne, et Jean-François Alain aussi, qui écrivait là-bas, ils ont créé les Guignols avec Delépine et Jean-François. Jean-François, il a fait les OSS 117. Il
il a fait plein de trucs. Jean-François, c'est un vrai talent. Moustique aussi, il écrit hyper bien. Kafka, Francis Kunz, tu vois, c'est des vieilles personnes, hein, c'est mes vieux, quoi. Ils ont tous 60 balais, mais par contre, ça reste vraiment les auteurs. Donc moi, j'ai vachement appris avec eux. Et après, ce que je veux dire, quand tu tournes, ben, voilà, t'es face à 2 potes à toi, tu vois, 2 ou 3 potes à toi, donc t'as pas de... Je dis pas ça va passer à la télé le samedi après, t'y penses pas, quoi. Ouais, d'accord. T'as vraiment aucune pression, donc c'était pas... Oui, parce qu'il y a plein de sortes de rush en fait que vous faites et après c'est choisi, après c'est la production, comment ça se passe? Bah c'est nous, et enfin c'est Benoît Moustique qui choisissait. Enfin à l'époque Canal était encore un peu cool, on se retrouvait tous les mercredis, on faisait des conférences de rédac, on fait des grands apéros, tu vois, et puis on lisait tous les textes qu'on écrivait chaque semaine. Quand ça nous faisait marrer les textes de chacun, on les gardait, on les modifiait en direct et tout ça, et on faisait pareil, les visionnages tous ensemble. Donc après, voilà, par exemple, les correspondances, c'est que des plans séquences, des petits plans séquences. Après, les autres, ils sont montés, il y avait des fictions qui étaient vraiment montées. Et ça, c'est des fictions, mais après, il y avait un souci du détail. Pas sur ça c'était fait il y a longtemps en plus, mais pas qui a choisi ça, mais en fait... Mais il y avait des soucis, il y avait des super costumières, tu vois, il y avait des mecs qui montaient des trucs aussi, comment on appelle ça, merde, la déco, tout était dans le vrai, ça marchait vraiment bien, quoi. Quand il n'y avait pas de moyens, on faisait à fond, donc c'était hyper stimulant. Même pour un plan séquence. Il fallait qu'il y ait tout dans le cadre, c'était vraiment drôle. Donc justement, passer de la création à devant, c'est pas trop compliqué. Créer soi-même son propre rôle et du coup essayer de jouer. Sauf que vraiment le jouer, c'était la partie la plus simple. D'abord quand tu écrivais, moi chaque semaine il fallait écrire des textes. Enfin, on faisait d'abord une quotidienne qui s'appelait le Vintage 20, c'était dans le Grand Journal. Enfin non, pas le Grand Journal qu'on s'appelait avant. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Et c'est là où on a commencé, c'était le Vintage 20, ça passait tous les soirs, donc il y avait 5 émissions, et là il fallait vraiment qu'on écrive tout le temps, donc des fois tu faisais des trucs vraiment moins inspirés, et toi tu t'étais joué aux caméras, c'était trop tard, c'était foiré, mais donc à l'écriture, non, c'était là où il y avait vraiment un cheminement plus chiant, parce que déjà on réfléchissait en matière de moyens, en matière de temps, vous savez qu'on n'avait pas trop d'argent pour le faire, qu'on n'aurait pas de figure, qu'on n'aurait pas de temps pour le tourner, il fallait que tu tournes vraiment dans le quartier. Si tu faisais un truc tropical, il fallait aller à la Côte Boulevard, tu vois, derrière deux plans tropicales, si tu faisais pas que des trucs du style, quoi. Mais non, c'était marrant, jouer, moi ça me faisait marrer, mais je te dis, on était vraiment entre potes, donc je le voyais pas comme jouer, quoi. Enfin, pas comme un truc de comédien, c'est sûr. Ouais. Vous faites beaucoup de comédie, du coup, qu'est-ce qui vous plaît dans la comédie, et est-ce que c'est facile de faire rire quand vous écrivez? C'est-à-dire comment vous choisissez, par exemple, dans le texte, choses qui ont touché le public particulièrement? Ça dépend du public. Quand je faisais justement que des trucs Canal, quand on m'a dit de faire le truc sur M6, la Soda, W9, je ne savais pas trop comment je pouvais faire une série un peu familiale qui puisse rassembler toute la famille devant la télé. Enfin, c'est un défi, tu vois, enfin un défi, je parle pour moi, hein. Donc scénariste, enfin auteur, mais enfin tu sortais un peu de ta zone de confort. Donc j'essayais de faire des trucs qui me fassent autant rire les plus jeunes que rire un peu les plus vieux, sur des espèces d'allusions, des choses comme ça, quoi, ou des trucs que les plus jeunes ne comprendraient pas. Mais quand t'écris, ouais, après quand t'écris, parfois t'as l'impression de faire un truc vraiment génial. Et tu te rends compte 2 jours après c'était vraiment merdique, et donc tu refais. Moi j'écris souvent d'un jet, quoi. C'est-à-dire j'ai une idée qui m'excite, et je la dialogue direct, sans vraiment faire passer par un traitement ou passer par des phases comme ça. J'écris, et après je découpe. Alors je fais un traitement, je les résume en 30 pages pour faire, quand c'est un long métrage. Je les résume en 30 pages, c'est pas une règle, mais ça peut être même plus court parfois, 20, 40 pages, un truc du style. Et après je le découpe en séquence, je rentre dans le séquencier direct, par décor, je garde juste la didascalie que j'avais faite, donc le truc est le plus vite possible, j'essaie de rentrer dans les dialogues. Parce que c'est là où je m'amuse le plus, quoi. Et après, quand tu vois que ton film, il n'y a pas de règle non plus, mais une comédie, c'est entre 80 et 100 scènes. Et si tu as plus de 100 pages, c'est vite chiant. Et c'est dur à tourner, c'est pas une règle non plus, mais pour moi je me rends compte sur la tonicité en tout cas de la narration. Et après, une fois que tu as vraiment fait le plus gros du travail, que c'est large, c'est gros, il y a plein de matière, là tu commences à faire vraiment la phase où tu coupes, tu enlèves des scènes entières, et tu te rends compte si ça te fait marrer ou pas, quoi. Enfin, parfois tu le fais pour rien. Mais là, enfin, maintenant, normalement, quand tu fais ça, c'est qu'on te paye quand même pour un développement déjà. Mais au début, j'en faisais qui n'étaient pas payés, évidemment, tu vois.
Là, je suis en train d'en développer un avec Eric Judor, qui va le réaliser, et que j'avais écrit il y a 7 ans, je crois. 7-8 ans, ouais. Et pour moi, c'était mort à l'enterrer. Et la dernière fois, je sais pas, on se voit, on parle d'un truc, et il dit, ouais, fais-le-moi lire. Mais je parle même pas de ça, quoi. Il voulait qu'on travaille ensemble sur d'autres trucs. Je le connais, enfin, on a déjà fait des trucs ensemble. Hein, mais... Et là, il vient de faire un film qui s'appelle Problemos, et il veut enchaîner. Et donc voilà, je le fais lire, on s'est vu la semaine dernière, et donc on est chez le distributeur. Là. Enfin, tout ça pour dire que c'est un truc qui a 8 ans, tu vois, donc je pensais que c'était mort. Et... On parlait de la frustration tout à l'heure, voilà. Tu vois. Justement, est-ce que tu n'as pas un petit conseil pour eux pour ne pas se décourager c'est-à-dire à quel point, comment faire, s'il y a une méthode entre guillemets pour... L'alcool déjà. Ouais. Et justement pour... C'est un peu chiant, mais bon, tu te sens puissant, bon, tu vois. Vers 2h du matin, tu es puissant. C'est moins frustré. Non, la frustration, ce que je disais, enfin, de ne pas se décourager, c'est de dire que vraiment, sur tous les projets qu'on écrit, c'est pas un ratio, peut-être même, mais c'est à peu près ça, hein, vraiment. Tu vois, tu en as peut-être 6 qui vont marcher, ou je disais 8 qui vont pas marcher. Mais en tout cas, ouais, la plupart du temps, il faut tout le temps écrire et pas s'arrêter. Moi, j'en connais plein qui écrivent, par exemple, ou qui ont leur film et qui vont s'acharner dessus pendant des années, tu vois. Pendant des années. Hein, c'est pas sûr que ça marcherait. Mais ça ne marchera sûrement pas, même. Tu vois, il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu t'aies... Normalement, on dit qu'il faut toujours avoir 2-3 projets d'avance, à peu près, tu vois. Il faut toujours continuer un peu à écrire, prendre un peu d'avance. Parce qu'une fois que ton scénar il a fait le tour des productions, il n'y a pas mis non plus, ou le tour des distributeurs et que c'est mort, ça y est, tu peux te... Et la notion de plaisir aussi, parce que j'imagine que tenter de monter José, on sait que ça va pas être simple. Donc, ça tient à cœur, quoi. Oui. Ben oui, il y a une notion de plaisir, évidemment. Ben, si ça vous fait chier de faire ça, oui, hein, clairement, c'est pas le... faut changer de truc, mais quand tu as un projet qui te tient à cœur, c'est... Mais après, c'est pareil, hein, c'est-à-dire qu'il faut être conscient, avant de commencer à écrire, des règles. Si tu commences ton premier film, à écrire un film qui va coûter 30 millions d'euros, c'est un peu ce que j'avais fait sur Mortel, enfin le film que je fais avec Eric, qui à l'époque a 8 ans, 9 ans, tu vois, ça passe. Non, ça passe pas. Mais tu te dis, qu'est-ce que tu racontes, ton film est intournable. Ouais, je vais enlever quelques pages et tout, non, il faut encore 20 millions d'euros, donc c'est pas possible. Donc il faut être conscient déjà plus ton film est simple, c'est-à-dire un film entre 1 et 2 millions d'euros, c'est facile à porter devant un producteur, c'est facile à amener devant un distributeur, que ça plaise ou pas, mais au moins il y a déjà une notion de ça. Donc quand on commence à écrire un peu avec des règles au départ, il faut commencer avec peu de comédiens, c'est-à-dire que ce soit plus simple à tourner. Enfin, c'est vraiment, ça fait partie, on parlait tout à l'heure de mise en scène et tout ça, dès l'écriture, mais ça fait partie de tout ça. Connaître un peu la faisabilité d'un projet, quoi. Et après, quand ça marche, ça peut te permettre petit à petit de faire des trucs. Mais même, il y a des Terry Gilliam, tu vois, il n'a même pas pu faire Don Quichotte, tu vois, alors que... Il s'est remis dessus, là. Il paraît, ouais. Mais bon, enfin voilà, ça c'est son serpent de mer aussi, mais... Enfin, il y a des projets hyper beaux et tenus par des mecs hyper puissants ou talentueux et qui n'arrivent pas au bout. Donc c'est la partie intégrante du boulot que vous allez faire, quoi. Ça c'est évident. Frustration, haine de son prochain. Mais aussi cette notion de plaisir qui fait avancer. Mais la nécessité aussi d'enchaîner des projets et de passer rapidement à d'autres universités. Ah ouais, moi je crois que ça c'est primordial. Vraiment, quand je disais que j'ai un cimetière de projets dans mon ordinateur, vraiment, j'en relis parfois juste pour me faire du mal et me dire putain, ça c'était bien quand même. Et tu changes un peu où tu es, il y a des projets que tu avais écrits qui sortent chez d'autres. Ça c'est aussi, ça arrive très souvent. Ça. Et est-ce que tu pioches des choses dans tes anciens projets qui sont tombés à l'eau? Non, ça c'était pas mal. Je garde toujours un peu le même ton, tu vois, parce que je suis pas un mec hyper créatif, mais non. Non, parfois on te repropose des projets longtemps après, et tu te dis mais ça je l'ai déjà écrit il y a longtemps, quoi. Donc t'as pas envie de le faire, mais pour quelqu'un d'autre. Ouais. Mais vous êtes toujours dans la comédie et tout ça, ça vous intéresse pas d'aller dans autre chose? Si, ça m'intéresse, ouais, mais si, ça m'intéresse. C'est plus facile à vendre de la comédie, enfin en plus quand t'en fais, mais je suis pas sûr que je serais bon dans autre chose déjà, mais si j'ai envie, ouais, faire des trucs, je suis en train d'en faire un truc, d'en faire un scénar de long métrage où c'est sombre, plus sombre. Ouais. Un mec qui perd sa femme et qui veut la retrouver, on va voir un chaman en Amazonie, à base de drogue et de... C'est sombre. Hein? Ouais. Et des films historiques, ça vous intéresse? Des films historiques, alors ça j'adore ça, moi. Ça j'adore ça. Mais alors ça c'est pareil, on en parlait, ça c'est un film qui coûte pareil à la base, c'est 20-30 millions. Un film historique, c'est du costume, c'est du maquillage, c'est des gros décors, c'est très cher.
Donc il faut être bien armé pour faire ça. Tu vois, Astier, il essaie de refaire Kaamelott depuis longtemps. C'est cher, c'est très cher. Et moi, il y avait un film qui était sorti qui s'appelle Philibert, qui n'a pas du tout marché. On rigole parce qu'on a un ami qui sont sûrement dans la classe. De quoi? T'as quoi? On a un ami dans la classe qui sont sûrement. Philibert? Ah ouais? Ah merde, il a jamais rencontré mon statut. Faut payer. Faut aller voir la dame. Non, et Philibert, c'était hyper bien, c'était vraiment une plastique de KPDP et tout ça, c'était hyper bien. C'est un pote à moi, Sylvain Fusé, qui était le réel historique de Groland qui l'a fait. Un film avec les frères Rappmeyer, donc une grosse production, des gros studios, et ils ont tourné ça en Tchéquie, à Prague, comme beaucoup d'autres films, tu vois, avec des décors, et ça a coûté 15 millions, et ça a fait, je crois, 70 000 en fait. Donc, alors c'était KPDP, donc ça veut dire cascade, répétition, ça veut dire plein de trucs, mais bon, ouais, si c'est hyper excitant. En France, je sais pas trop si ça marche. Ouais. Et sur la Grande Guerre, par exemple, il n'y a pas vraiment de films qui sortent là-dessus. Pas vraiment de films sur la Grande Guerre. Enfin, sur la en France, tu Guerre vois? mondiale, ouais, je sais pas. Ah, la Première Guerre mondiale. Ouais. Sur l'histoire des tranchées, si, je sais pas, il y a Guillaume Canet qui en avait fait un aussi sur Noël qui était bien. Ouais. Mais je suis bloqué là. Ah non, les films de guerre, ouais, c'est pareil. Enfin, si, c'est cool à faire, mais il y en a déjà tellement qui ont été super bien faits que c'est compliqué, c'est des effets. Hein? C'est comme partout, tout a quasiment été fait. Ouais. Enfin, non, tu te rends compte que non finalement, mais ça, sur des grands sujets comme ça, oui, quand même. Tout était bien fait. Sur les productions actuelles en France, au niveau des séries, il y en a qui sont marquées récemment. Séries françaises? Ouais. Bah, il n'y en a pas énorme quand même. Ouais. On est assez pauvre en France. Hein. Mais ça commence à changer bien. Enfin, quand même. Platane, ouais. Ouais, Platane. Ouais, Platane. Platane, Cabo Kitchen, j'ai jamais trop regardé, je sais pas trop. Ouais. Mais non, enfin, maintenant, il y a des trucs bien mieux produits qu'avant. Ça, c'est certain. Ouais. Les Revenants aussi, quand on était aux Emmy Awards, on était en comédie, ils étaient nommés en drama, et eux, ils ont gagné, pas nous, mais les Revenants, ça avait l'air, j'ai pas vu non plus, mais ça avait l'air bien produit. Mais en fait, ouais, c'est de mieux en mieux quand même les séries en France, hein. Enfin les séries françaises, ils ont compris qu'il fallait mettre plus de thunes, plus de temps, comme Contre tes blessures. Incroyable. Ah ouais? Contre tes blessures, c'est Il était passé au festival. Il est sorti, c'est? Ah oui, il faut aller le voir, il est super. Est-ce qu'on t'a déjà proposé des projets qui t'ont pas tenté, du coup tu as refusé et qui ont derrière explosé par la suite, qui ont fait un succès, gros succès? Après, des projets que j'assume bien de ne pas avoir fait, une scène de ménage, oui, genre, je leur ai dit, ça marchera jamais, tu vois. Ouais, ça marchera jamais. Mais je l'aurais pas fait, de toute façon, après. T'as pas travaillé sur ça, toi aussi, une époque? Non. Non. Et c'était chez Cabo? Ouais, j'étais chez Cabo, mais pas sur scène de ménage. Non. Enfin, non, pas que je sache. Bah, OSS, si je devais bosser avec Jean-François, et c'est une autre. Je pouvais pas, je faisais un autre truc à l'époque, mais j'adore OSS, mais c'est Karine Angélique qui a écrit la place. Est-ce que tu aurais des conseils pour eux sur une idée de film ou de série, de la façon dont procéder pour justement démarcher les productions, d'oser y aller et attendre le bon moment ou qu'est-ce que tu peux leur conseiller en fait pour démarcher pour leur premier projet? Bah, déjà, il faut bien présenter un projet. Bien présenter un projet, ça dépend de quoi on parle, le film ou de cette chose. Ouais. Il est bien de mentir à un producteur et Non, mais souvent il y a des réalisateurs comme ça qui au producteur vendent un peu une histoire différente du scénario qu'ils veulent faire. Ben, y a... Mentir sur quoi, je comprends pas, tu veux dire quoi sur... Mais par exemple, il y a Danny Boyle, sur un de ses films, il a vendu comme un mélange entre Trainspotting et 20 jours plus tard, alors que c'est sur un enfant, trouver de l'argent. Danny Boyle, je pense qu'il peut mentir. Il a le droit de mentir, mais après, bon, je sais pas. Enfin, je crois que le producteur les mecs, ils lisent ton projet, ils budgètent, donc tu vas pas mentir longtemps quand même, tu vois. Peut-être ton budget, si tu finis notre histoire, ça ne marchera pas. Mais après, non, ce qu'il faut, c'est
pouvoir synthétiser son histoire en 2-3 lignes, déjà, enfin, que ce soit une série ou un film, enfin, c'est même pas un synopsis, quoi, c'est pouvoir la synthétiser en 3 lignes. Si c'est pas limpide, ça veut dire que ça foire encore, quoi. Pouvoir vraiment la résumer quand tu la racontes en 2 phrases à ton pote. Donc ça, c'est le premier truc qu'il faut mettre sur sa page, un titre qui claque un peu, ces 2 lignes là pour les résumer, puis après, moi je vois pas mal de dossiers au CNC aussi qui sont beaucoup trop gros, quoi, des trucs indigestes, des trucs de 20 pages, des trucs de 30 pages. Il faut que ce soit vachement plus synthétique. Il faut imaginer que c'est quelqu'un qui va le lire, quoi. Genre vous, si tu le lis, ça fait plus de 20 pages, tu te fais chier. C'est-à-dire que des trucs trop intellectualisés aussi, trop... ça dépend, que ce soit un drame ou pas, hein, que ce soit un drame ou pas, mais il faut que ce soit limpide, déjà. Que sur la première page, tout soit résumé, qu'on comprenne où on veut aller, quel sera le film, quelle sera l'ambiance, le ton. Et puis après, il y a les différentes étapes. Il y a une page pour vraiment le résumer, un vrai synopsis un peu plus engagé, et puis après ça part un traitement, mais ça sert à rien, en tout cas pour aller voir un producteur, de faire plus que 6 pages, déjà, enfin moins de 10 pages, ça c'est sûr. Hein, bien concise, avec le résumé, un bon titre, l'intention, quelques décors, des personnages, pas plus, quoi. Peut-être un épisode si c'était pour Rimbaud. Ouais. Et pour les comédiens, est-ce que ça marche le culot? Enfin, le culot, bah oui, ça marche. Comme ça, non? C'est l'assurance en soi, quand tu as confiance en toi, c'est ça qui marche. Donc ça fait, il y a sûrement du culot dans la confiance, tu vois, d'aller voir les gens en étant sûr de toi. Après, il y a des gens qui ont trop confiance, c'est très chiant, tu vois, donc oui. Mais ouais, ça marche sûrement, il y a plein d'histoires comme ça. Tom Hanks. Ah bon? Ouais, tu peux te renseigner sur son histoire. Tom Hanks, il était pas connu, il a envoyé une lettre à un producteur où il baratine. Et il était tellement curieux de cette lettre, le producteur l'a rencontré, il l'a embauché pour un film et il s'est fait connaître comme ça. C'est-à-dire il a juste envoyé une lettre, un petit timbre. Et t'as la lettre en question sur internet, je la connais pas par cœur, elle est très intrigante parce que fallait oser quoi écrire ça. Je sais plus ce qu'il dit sur lui. De mort. Non mais il dit vous ne regretterez pas, etc. Des choses peut-être exagérées, mais au final ça l'a surpris le producteur. Peut-être qu'aujourd'hui ça marcherait plus. Parce que c'est pas la même époque. Mais comme quoi aujourd'hui il faut tenter d'autres choses. Comme ceux qui font des CV sur internet, des CV vidéo. Maintenant il ne faut plus le faire parce que ça c'est dépassé, il faut trouver toujours le truc qui n'a pas été fait. Et après c'est autre chose. Tu trouveras la lettre sur internet, c'est intéressant. Et tout à l'heure tu disais par exemple pour José qui t'ont donné 500 000 pour 10 épisodes de 20 minutes. Qu'est-ce qui se passe si voilà, tu arrives au bout de tes 10 épisodes et puis tu trouves légèrement, donc tu disais tu en as sorti un peu de ta poche, je te dis ça, c'est vite fait tout à l'heure. Comment ça se passe si vraiment tu n'as pas tout à fait les moyens de finir ta série, que tu as mal calculé ton coût Malversation, changer de pays, des trucs comme ça. C'est ce qui partent en Belgique ou des trucs du style, mais là c'est pas que j'en ai mis de ma poche en fait, c'est pas ça l'idée, c'est qu'ils te donnent 500 000 balles pour une série qui va te coûter facilement le double. Mais ça c'est budgété, tu le sais. Donc après tu dois avoir le CNC, tu vas avoir les aides de région, tu vas avoir, qu'on n'a pas eu d'ailleurs. Même en Aquitaine? En Aquitaine on les a eu, pour des jours meilleurs, et c'est pas mal, hein, je crois que c'est plafonné à 150 000 €, même si tu as un petit projet, ça fait bien la blague, tu vois, tu les prends quoi. Et mais José, non, on n'a pas eu de thunes, non, tu vas chercher ailleurs, quoi, tu vois. Là, il y avait l'aide du CNC, il y a ce qu'on appelle les crédits d'impôt, donc les avances sur recettes, des trucs du style, et ça, c'est avec le studio cinéma que j'ai fait avec James Cinéma. Comme je leur ai écrit un film en même temps, je leur ai dit, bah, aidez-moi sur ça. Non, en vrai, ça m'a pas coûté une thune, mais il manquait 700 000 € pour la faire. Ouais. Enfin, après, c'est un montage financier tout le temps, hein. Tu n'as jamais l'argent du diffuseur qui donne tout, jamais. Ou du distributeur en ciné, ça n'existe pas. Ou rarement. Ou pas. Non, je crois pas. J'ai jamais vu ça. Voilà, ouais. Qu'est-ce qui, justement, dans le financement, enfin, dans le cinéma en France, manque pour toi et qui aiderait un peu plus à la création Le problème en France, il est très simple, c'est-à-dire qu'on est francophone. Donc, les distributeurs, tu vois, les mecs qui veulent distribuer ton film ou diffuser ta série, ils savent très bien qu'ils ne vont pas pouvoir ouvrir un marché hallucinant. Donc, du coup, tu as une marge de manœuvre qui est très étroite, quoi. Tu peux le vendre à Dakar ou à Bruxelles, ça ne va pas faire ton fric, tu vois. Alors que, ne serait-ce que les Espagnols ou les Anglo-Saxons, tu peux toucher plein de publics différents. Il n'y a pas de niche, vraiment. Donc, tu as même des films de genre en Espagne, des
des films d'horreur, des films qu'on ne fait pas nous en France. On fait pas ou peu ou jamais. À nous, c'est comédie romantique et comédie tout court. Quoi. Le reste, c'est vous dire le reste. Hein? La Horde, ouais, il y a eu La Horde, le mec était critique cinéma. À l'extérieur, mais en Espagne, t'en as 2 qui sortent par semestre, je pense, tu vois, de Rec, à la Maison Hantée, t'en as plein. Sauf qu'eux, ils ouvrent le marché à tout le monde hispanique. Les Argentins, enfin toute l'Amérique du Sud, et donc du coup, les mecs, même en vente de DVD, ils se rentabilisent, les producteurs. Et les anglo-saxons, évidemment, c'est pareil. Nous, en France, non, du coup, donc ils restreignent. On a un talent pour ça, pour les films d'horreur, je trouve. Il n'y en a pas beaucoup qui sortent, mais la plupart, je les trouve plutôt cool. Ouais, mais t'es le seul. Enfin, je veux dire, il y a un très bon public. Non, mais on parle juste de ça, hein. Je dis pas sur la qualité, je dis sur le public. C'est pour ça qu'il y a très peu de marge de manœuvre pour la création en France. Et en fait, vraiment, il y en a peu. C'est assez chiant à dire et à avouer, mais ouais. Donc du coup, tu te retrouves toujours un peu dans le même schéma de production et de création. Mais il y a des films d'horreur qui ont coûté. Ça peut durer un critère, presque. Oui, ben, ça coûte pas rien. Oui, non, mais bien sûr. Mais Massacre à la tronçonneuse, c'est culte et ça marche. Mais en effet, il y a plein de films comme ça qui ont été cultes et qui ne coûtaient rien. Pour les faire, oui, ils ont coûté que dalle. Aussi, il a coûté que dalle. Ouais. Tu as parlé de cinéma étranger, et justement, je voulais savoir si vous avez l'ambition peut-être de faire des projets de cinéma outre qu'en France, quoi. Ben là, on commence un peu à essayer de produire en tout cas ce qu'on fait en France. Il y a 3 ans, on est allé donc aux Emmy Awards avec Working Girl, et là tu rencontres tout HBO, tu rencontres tout le monde, et les mecs te disent, mais putain, écrivez, il y a plein de séries revenantes qui le font passer en français là-bas, sous-titré. Il y a des séries israéliennes qui passent en hébreu aussi sous-titrées, enfin il y a plein de séries danoises, ils nous appellent The New Danish là-bas. Vraiment la nouvelle vague danoise, tu vois, les Français, on parle vraiment des Français là. Et, donc ça commence vraiment à changer, donc tu peux commencer à exporter tes projets. Le premier qui avait compris ça, c'était Besson, quoi qu'on en pense, c'est le mec qui avait compris que